Bonjour chers motonautes, bienvenue sur motonet.com pour un nouveau duel. Aujourd'hui on teste des motos, des motos polyvalentes qui sont faites pour tout faire de la ville, de la route, de l'autoroute et j'en passe. Alex, on a convoqué la référence. Ouais, tout à fait, la référence du marché, la Yamaha Tracer 9 GT ici dans sa version Plus qui apporte un plus d'électronique, un plus de confort avec sa nouvelle selle et donc tout un accastillage, un équipement de série routier fort intéressant. Hein. On citera notamment ces valises de série, la béquille centrale, les pare-mains, un pare-brise réglable à la main, une belle affiche. Une moto que tu as essayé donc en début d'année dernière. Tout à fait. Et la moto en elle-même, enfin le modèle, la MT-09 Tracer, elle a été lancée en 2015 et c'est vrai que depuis, c'est une référence. C'est une super routière. Elle a une position trail, donc qui offre du confort par rapport aux routières des années 90-2000 où on était quand même assez recroquevillé un peu sur la moto. Là, on navigue avec plus d'aisance. C'est d'ailleurs une remarque que s'est faite Suzuki en fait. Parce que Suzuki nous a proposé il y a 3 ans maintenant une GSX-S 1000 GT. Donc vraiment, c'était la concurrente directe de la Ninja 1000 SX en fait, des pures routières. Et puis en fait, ils nous viennent cette année en 2024 avec une nouvelle version, la GSX-S 1000 GX, qui est la version en fait surélevée avec des battements de 150 mm, donc plus haut. Et surtout, c'est une première chez Suzuki, des suspensions électroniques. Exactement, donc là il y a un bond en avant en termes technologiques chez Suzuki qui réagit par rapport à la concurrence, qui réagit aussi en investissement à un segment sur lequel il ne s'était jamais aventuré, donc les trails GT, ces espèces de crossover qu'on peut rapprocher au SUV en automobile, donc à savant mélange de ligne trail, de guidon surélevé, comme tu le disais, pour avoir une posture qui permet de surmonter un petit peu la circulation. Ça nous met en bonne condition pour piloter loin et longtemps. Et malgré tout, on reste sur des roues de 17 pouces, des pneus routiers, donc des motos qui n'ont pas du tout de prétention tout-terrain au sens propre comme on peut l'entendre sur de vrais trails. Donc on a un peu l'allure baroudeur, les protège-mains, mais on a un comportement complètement routier. Et à l'intérieur de cette Suzuki GSX S 1000 GX, on va l'appeler GX pour faire court parce que là c'est vraiment too much, on retrouve le 4 cylindres en ligne de la GSX-R. De 2005, la K5. 20 ans. C'est ça, ouais. 20 ans. Donc on peut se poser la question, un bon moteur, parce que c'est un bon moteur le moteur de la GSX-R. Il faut reconnaître qu'en termes de sportive, la K5, bon il y en a peut-être parmi vous qui n'étaient peut-être pas nés, mais c'était une référence et chez Motonet, c'est vrai qu'on appréciait beaucoup ce moteur, il avait beaucoup de caractère, il était plein comme un œuf, c'était peut-être pas le plus puissant et aujourd'hui, c'est sûr qu'on dépasse les 200 chevaux, il était loin de là, mais il avait vraiment du tonus. Dès les mi-régime, il accélérait très fort et c'est pour ça que Suzuki l'a retenu pour son Roadster, pour sa routière et aujourd'hui pour son Maxi Trail. L'intérêt aussi de ce moteur-là, c'est de différencier parce que chez Suzuki, il y a une gamme qui est relativement complète quand même. Il y avait le V-Strom 1050 qui n'était pas inintéressant pour faire de la route. Il y a une version SE plus sportive qui clairement est très efficace sur route, mais il y a des motards qui pouvaient considérer que ça manquait un peu de gouache. Là, avec ce 4 cylindres, on a accès à 150 chevaux, 106 Nm, donc ça cause. Carrément, surtout qu'en face, on a le 3 cylindres donc, de chez Yamaha, le CP3, un moteur qui cube 890 cm3, qui développe 119 chevaux, 93 Nm de coupe. Donc si on s'en réfère juste aux fiches techniques que vous pourrez retrouver dans la rubrique dédiée de motonet.com, le match tourne en faveur des chiffres pour la Suzuki. Ça fait une belle affiche, suspension pilotée, un gros moteur plein comme un œuf, donc on ne connaît que des qualités. Sur le papier, elle est bien partie cette Suzuki. On note juste un petit déficit en termes de poids puisque la Suzuki est donnée pour 232 kg tout plein fait avec un plein de 19 litres. Plein de 19 litres également pour la Tracer 9 GT+, mais qui ne pèse que, entre guillemets, 223 kg. Donc il y a un léger avantage sur la Tracer. Et puis on sait que le CP3, pour le coup on parlait du K5 qu'on appréciait beaucoup dans les années 2000. Dans les années 2020, nous, chez Motonet, on l'aime ce moteur, il est topissime. Et il est topissime parce qu'il réunit justement beaucoup d'avantages des meilleurs des deux mondes, c'est-à-dire il a du couple de la relance à bas régime, pratiquement comme un bicylindre, et il a de l'allonge dans les tours, un petit peu comme un 4 cylindres, donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est une piste qu'explore encore aujourd'hui avec succès un constructeur comme Triumph qui a bâti toute sa gamme sur ce 3 cylindres. Autre remarque quand même à faire,
au bénéfice de la Yamaha, c'est qu'on parlait de son équipement de série qui est quand même très intéressant. On parlait aussi de finance, mais on parlait de l'équipement de série qui est très intéressant. Sur la Suzuki, vous le voyez, il n'y a pas de valise. Alors, ce n'est pas un oubli de notre part, hein. On n'a pas pris la moto comme ça en se disant tiens, on la met sans valise et on en met sur la Yamaha. Pas du tout, c'est que la Yamaha, vous l'achetez en concession, elle est d'origine avec les valises. Sur la Suzuki, c'est en option. Ça, c'est un peu dommage. Bah, d'autant que question tarif, l'avantage est à Yamaha. 17 000 € pour cette Tracer 9 GT+, 17 900 € pour la Suzuki. Ça fait 900 € de différence. Et pourtant, tu l'as dit, en termes d'équipement, la Yamaha, elle est pas mal du tout. Dernier point aussi qu'on a peut-être oublié, le régulateur de vitesse adaptatif avec le radar. Ça, c'est la petite note sophistiquée qu'a la Yamaha en plus par rapport à la Suzuki, bon, qui apporte quand même pas mal de matos, centrale inertielle, etc. On vous propose donc de découvrir tout ça avec nous. On y va? C'est parti. Voilà, on vient de faire un bon bout de route avec Alex. Les premières conclusions, c'est des bonnes motos pour les conduire, hein. Alors effectivement, ouais, ça peut paraître un peu simpliste, mais moi, c'est le bilan que j'aurais tendance à faire, c'est que déjà, c'est deux motos qui remplissent parfaitement le cahier des charges Sport GT. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'on peut tirer leur chapeau aussi bien Yamaha que Suzuki, parce que pour le coup, voilà, les deux, pour moi, cochent toutes les cases d'une bonne moto Sport GT, que ce soit le moteur, le confort, l'agrément, même si évidemment, il y en a une qui surclasse l'autre, il y en a Sur certains points. Sur certains points, mais globalement, le bilan, il est bon. Je veux dire, là, on a des très bonnes conditions pour rouler. On a fait de la route, de l'autoroute, de la ville, et on est bien sur les deux machines avec des qualités. Donc, on va vous présenter davantage en détail. Alors, commençons par la position, tout simplement. Sur la Tracer, il y a vraiment la sensation d'être sur un roadster presque mid-size, parce que c'est l'intérêt du 3 cylindres, il est moins large. Le réservoir est très évasé ici à ce niveau-là, et donc on a l'impression d'être imbriqué bien dans la moto. Le guidon, bah, il tombe bien sous les mains. De visu, il a l'air plus large que celui de la Suzuki, mais au final, à utilisation, on avait presque l'impression que c'était moins. On a pris les mesures et ça se joue à 1 cm près au niveau de l'écartement des bras. La position des jambes, très bonne sur ce trail routier, on va dire. On a les jambes plutôt détendues. Moi, je mesure 1m80, j'ai de grandes jambes, mais c'est vrai que souvent, sur les sports GT des années 2000, j'étais recroquevillé, j'étais serré. Là, effectivement, on a vraiment toute la place. En plus, la selle est longue, on peut se positionner sur l'arrière et relâcher les efforts. Comment tu te sens, toi, sur la Suzuki par rapport à ça? Eh ben, justement, c'est intéressant l'appellation que tu viens d'employer, le trail routier. Je trouve que ça va vraiment à merveille à cette Tracer 9 GT+. C'est effectivement ce sentiment de grand guidon large, comme sur un trail. Il est aussi plus proche du buste, donc ça donne effectivement un lien direct avec le train avant. Et on a une posture buste droit, on est installé vraiment de façon très à l'aise. Moi, sur la Suzuki, ce qui saute tout de suite aux yeux, déjà, c'est l'écartement des cuisses entre le réservoir. Pourtant, on l'a dit, les réservoirs ont des contenances similaires, mais forcément, là, il y a un 4 cylindres de conception assez ancienne en plus, donc ça écarte les cuisses. Ce n'est pas dérangeant pour autant, mais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on monte sur la Tracer, on a l'impression d'être sur une moyenne cylindrée. Ouais. Là, quand on monte sur la Suzuki, on se dit « Oh là, j'ai un gros calibre entre les cuisses ». Ça peut être valorisant. Ça peut être valorisant quelque part. Il y en a qui aiment bien avoir une grosse moto entre les cuisses, et ça sera le cas avec la Suzuki. Tout à fait. Ouais. Ce qui n'empêche que l'une sur l'autre, l'accessibilité est très très bonne, puisque moi je mesure 1m75, je touche les deux pieds au sol de chaque côté sur les deux machines. Mais il y a ce phénomène là, voilà, on le voit clairement quand on est au-dessus.
d'écartement. On a également des jambes qui sont plus recroquevillées, repliées, dans une approche effectivement plus sport GT. Et là où tu as comparé la Tracer à un trail routier, moi j'aurais tendance à comparer cette GSX 1000 GX à un Roadster GT, dans le sens où effectivement on a cette position de jambes plus repliées, un guidon un peu plus loin et du coup une posture qui naturellement va être davantage portée sur l'avant, un tout petit peu, et j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a pas de contrainte, on n'a pas les poignets du tout sollicités, on est bien installé aussi, il y a une posture un tout petit peu plus sportive. En termes de sportivité, c'est des sportives mais qui doivent normalement vous apporter du confort, de la protection. On en parle tout de suite, ça va faire mal à la Suzuki, mais il y a un réglage qui est disponible sur la Yamaha, qui n'est pas présent, enfin, qui est présent sur la Suzuki, mais il faut sortir les outils et clairement, on ne le fait jamais. Non, clairement, on ne le fait jamais. Et effectivement, sortir la petite clé BTR là, pour pouvoir monter et descendre le pare-brise, ça, c'est vraiment une grosse faute de la part de Suzuki à notre époque. Et en plus, dans cette gamme de prix où on est en droit quand même d'attendre la modularité d'un pare-brise réglable. C'est quand même des systèmes qui changent la vie, qui permettent en ville, tu baisses, comme ça tu as un bon flux d'air, tu lèves sur autoroute. Sur la Yamaha, c'est enfantin, le système fonctionne très bien et la protection est excellente. Là, on a vraiment le buste, les épaules, le casque qui est à l'abri. Moi, j'ai fait beaucoup d'autoroute avec pour rentrer chez moi. Il ne faisait pas spécialement chaud et j'ai été vraiment très bien installé. Sur la Suzuki, la protection elle est quand même beaucoup plus chiche. On a envie de tirer dessus pour la relever. On a envie envie de tirer dessus, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Et effectivement, on a la tête qui est complètement, qui n'est pas du tout déventée. Et ça, moi qui roule là avec un casque modulable, je l'ai senti. Avec la Yamaha, c'est possible de rouler avec le modulable ouvert jusqu'à 90, voire un peu plus. Avec la Suzuki, on est obligé de fermer tout de suite la mentonnière. Donc là, clairement, il y a un domaine à améliorer sur la Suze. Grosse différence aussi, l'assise. Il y a une selle qui est magnifique, hein, avec des surpiqûres qui reprennent le coloris or, bronze, argent sur la Yamaha. Il y a une très bonne largeur, elle est aussi large que longue, c'est dire. Hein. Et en revanche, au niveau des mousses, c'est vrai que l'épaisseur est assez réduite. Alors là aussi, c'est une question de goût en fait. Tout à fait. C'est vrai que quand on monte sur la Yamaha, on a le sentiment que la selle manque de moelleux. On n'a pas ce ressenti façon canapé. Un ressenti qu'on a davantage justement en montant sur la Suzuki où là on a un coussin qui s'enfonce sous les fesses, c'est agréable. Sauf que la Suzuki elle est beaucoup plus étroite, clairement. Et ça se ressent au fil des kilomètres où du coup le maintien de la Suze il est moins bon. Ça appuie davantage sur une zone plus étroite. Donc quand on fait beaucoup de distance, ça finit par se ressentir. Et c'est la Yamaha, finalement, qui tire son épingle du jeu avec un maintien certes plus ferme de prime abord, mais qui se révèle plus confortable au long terme. Sur la durée, Et puisqu'on parle de la selle, on a fait du duo tout à l'heure. Tu es monté justement sur les selles. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tout à fait. Et écoute, là encore, la Tracer gagne un point. Parce que déjà, en termes de largeur, c'est nettement supérieur sur la Tracer que sur la GX. Il y a un plus de confort sur la selle passager que sur la selle pilote. Manifestement, ils aiment bien chouchouter les passagers et ils ont raison parce que c'est un peu lui ou elle qui va demander à l'autre de s'arrêter parce qu'on trouve le temps un peu plus long quand on est passager. Là, ça ne sera pas le cas. Il y a une bonne assise. Il y a des poignées qui tombent vraiment sous les fesses qu'on n'a pas à aller chercher contrairement à la Suze qui sont un peu plus en retrait. Là, on peut tenir des deux côtés solidement. Fermement, que ce soit à l'accélération ou au freinage, on a l'impression d'être bien maintenu sur la moto. Et puis au niveau des repose-pieds, il y a, vous l'avez vu, il y a une petite faute de la part de Yam, il n'y a pas de gomme sur les repose-pieds, mais c'est aussi dû au fait que la Yamaha, globalement, elle a moins besoin de gomme d'artifice pour gommer les petites vibrations. Les vibrations, tout à fait. Tout à fait. Parlons du gros morceau de ce duel, c'est un peu pour ça qu'on l'a monté en fait, c'est les moteurs. Le gros 4 cylindres contre le maxi mid 3 cylindres Yamaha. En termes d'agrément, ça se vaut. Tu as une petite préférence pour le Suzuki, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus rond, un peu plus docile vraiment dès les très bas régimes, dès le ralenti finalement. Hein. Il emmène la moto comme qui rigole là, sur un petit filet de gaz ou sur une grosse accélération.
il répond toujours là. La poignée de gaz, honnêtement, elle est réactive. Moi, j'ai utilisé le mode A, qui est le plus actif, le plus réactif, quasiment tout l'essai, parce que je trouvais que l'agrément était bon. Et puis, tant qu'à avoir une 1000, autant avoir du répondant, quelque chose de puissant et de réactif, quoi, hein. Sur la YAM, la poignée, ça t'a un petit peu... Oui, alors tout à fait. Effectivement, la poignée de gaz électronique de la YAM, moi, elle m'a paru un petit peu plus rugueuse sur les phases de transition, de coupure de gaz, remise des gaz, où là, je donnerais l'avantage à la Suzuki en termes d'agrément. C'est plus doux, il y a moins de secousses, quel que soit le mode, hein, d'ailleurs, qu'on utilise, le mode moteur, la cartographie. Je trouve l'agrément, d'une manière générale, l'agrément, comme tu l'as souligné, du 4 cylindres supérieur aux 3 cylindres. C'est un moteur vraiment qui a conservé eh bien, beaucoup de docilité à bas régime, caractéristique d'un 4 pattes, d'un bon gros 4 pattes, qui a effectivement beaucoup de rondeur à bas régime, donc qui est très docile, qui montre l'écrou assez rapidement, et ça c'est assez surprenant d'ailleurs de voir à quel point il réagit même à bas régime. Cependant, on peut constater que le 3 cylindres, lui, qui également à bas régime est très docile également. Beaucoup plus que les précédentes versions des années 2014-15. Qui étaient chaotiques au niveau du ride-by-wire. Problématique. Là, il faut reconnaître que Yamaha a bien bossé sur le sujet. Tout à fait. Eh bien, ce 3 cylindres, il a un répondant immédiat, un punch instantané supérieur à la Suzuki. Et ça, on a pu le voir sur les tests de reprise. Motonette en apporte la preuve, hein, factuelle. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que calé sur le second rapport à 30 km/h, c'est à 2500 tours par minute environ. Lorsqu'on ouvre en grand, eh ben, c'est la Yamaha qui part devant. Alors que sur le papier, en termes de couple et puis en termes de puissance, on en reparlera après, mais il y a l'avantage au 4 cylindres qui est plus gros. Finalement, c'est la Yamaha qui prend plusieurs longueurs d'avance. On ne s'y attendait pas forcément, quoique niveau sensation, c'est vrai qu'il a de l'allant ce moteur-là. C'est ce que j'allais dire. En termes de sensation, quand même, on a le sentiment que le Yamaha, il a ce répondant instantané immédiat dès qu'on tourne la poignée de gaz. En plus, il a une belle sonorité, il jappe et du coup, ça renforce un peu ce côté sportif. Et par rapport à la Suzuki qui présente plus d'inertie lorsqu'on accélère, on sent que le 4 cylindres, il a un certain temps de latence avant de petit à petit placer ses pions entre guillemets pour accélérer. J'en profite aussi pour souligner cette sonorité du Suzuki qui est quand même incomparable. À la manière de lorsqu'on monte sur les motos, on a la sensation de monter sur une moto relativement de moyenne cylindrée sans que ce soit péjoratif, au contraire, sur la Tracer. Lorsqu'on démarre le moteur, il y a une sonorité qui est vraiment plaisante. Le CP3, il est connu de tous, il est apprécié de tous. Mais je dois reconnaître qu'en montant sur la route, quand on appuie sur le démarreur, eh ben, il y a une présence qui est supérieure. La sonorité, la tonalité caverneuse, grondante est un peu plus présente avec cette version-là, avec un pot qui est court, mais qui en dit long, qui fait des beaux bruits, même au ralenti. Et je le disais, avec la poignée de gaz réactive, une micro-accélération, hop, ça se traduit tout de suite par des belles décibels. C'est vrai que c'est un bon côté, on a la sensation d'avoir une grosse moto, comme je disais tout à l'heure. Bref, vous l'aurez compris, en termes mécaniques, c'est un duel qui est palpitant à vivre pour nous parce qu'on en a pour son argent. Là, clairement, on tourne la poignée de gaz, il se passe quelque chose sur l'une comme sur l'autre. Après, effectivement, dans un cadre bas régime, duo, balade, pépère, le répondant instantané de la Yamaha marque des points précieux, parce que ça va permettre, même sans aller à des hautes vitesses, d'avoir des reprises très fortes sans solliciter outre mesure l'accélérateur. Cependant, la Suze, elle n'a pas tout dit. Bon, elle n'a pas tout dit, elle n'a pas tout dit. Exactement, Alex. C'est vrai que la Suze, elle coupe la chic à la Yamaha une fois qu'on arrive dans les hauts régimes. Alors, pas nécessairement très haut, hein, à partir de 5000, 6000 tours par minute, on sent la Suzuki partir devant. Alors quand on est dessus, on la sent aussi un peu grésiller. On sent qu'il se passe quelque chose. Les accélérations sont foudroyantes. Clairement, elle ne laisse aucune chance à la Tracer. Elle remarque des points et après, c'est une question de goût. Il y a des personnes qui vont aimer les 4 cylindres rageurs. C'est vrai que c'était un peu tombé en désuétude avec cette période propice au radar, aux limitations de vitesse de moins en moins importantes. On en profite moins sur la route, c'est vrai, mais
il y a quand même encore des clients pour ce type d'architecture moteur. Tout à fait, et je souligne justement que tu disais le moteur s'exprime dans les hauts régimes. C'est vrai qu'il a une hargne phénoménale dans les hauts régimes, plus que sur le 3 cylindres, dont la longe est moins explosive. Mais ce qu'on a remarqué lors de nos tests de reprise, c'est que finalement, cette Suzuki, elle se réveille pas forcément que dans les hauts régimes, mais bien avant, puisqu'à 5000 tours, elle dicte sa loi, sachant qu'on n'est même pas dans ces mi-régimes, puisqu'elle prend plus de 12 000 tours au rupteur. Ce qui veut dire que le match là devient sérieusement épicé et beaucoup plus compliqué pour la Yamaha, qui certes est partie devant dans les bas régimes, mais se fait méchamment tamponner à mi-régime. Là, on a fait des tests de reprise qui sont mais sans équivoque, il n'y a pas de match. Non, la Suze, elle part, on a l'impression qu'elle a un rapport de moins, Mm. clairement. Et ça, je vous avoue que ça a été une surprise. On a recommencé plusieurs fois les tests avec Mathieu, on a échangé de moto, on a essayé plusieurs modes, mais non, la sanction, elle est la même à chaque fois. Le Suze, c'est une catapulte. Elle fait une trentaine de chevaux de plus pour une dizaine de kilos de moins. Donc, Résultat des courses, vous avez un moteur, ce 4 cylindres, qui, on l'a dit, profite de beaucoup d'agréments à très bas régime. Mm. Un petit peu moins de répondants immédiats dans le premier tiers du contour que la Yamaha, ce qui ne veut pas dire qu'il est mou. Non. Clairement pas. L'époque des 4 cylindres creux, c'est terminé. En tout cas, ce n'est plus en vigueur chez Suzuki. Et ça s'explique de par ses cotes moteurs. Mm. Tu peux nous en dire plus ? oui, bah en fait, à l'époque, en 2005, alors que les Japonais commençaient à créer des moteurs de plus en plus hargneux, qui avaient des puissances qui approchaient les 200 chevaux, pour ça, ils étaient obligés de faire des moteurs très creux. Et en fait, Suzuki avait pris les concurrents à croche-pied, en fait, puisqu'ils avaient décidé de donner à leur moteur, non pas des gros pistons qui allaient très vite, mais des pistons un peu plus petits qui avaient une course plus longue. Alors, on ne parle pas de course longue de Harley-Davidson, hein, mais il se trouve que c'est ce qui donne plus de coffre à ce moteur-là, le fameux K5 des Jex des milieu des années 2000. Et c'est ce qui plaît beaucoup aujourd'hui sur la GSX-S 1000, la GT et aujourd'hui sur la GX. Bon, on peut parler de la Katana, mais là, ça ne serait pas forcément faire une bonne pub pour Suzuki. Non, allez, blague à part, ce moteur, c'est une vraie réussite. Et si on pouvait légitimement s'interroger sur le fait de continuer à exploiter un bloc qui a 20 ans d'âge, vieille fonderie. ouais, on peut se dire quand même que là, voilà, il a fait son temps. Eh bien, là, on a eu la preuve, encore là, durant tout ce roulage, que bien sûr qu'il a encore son mot à dire, ce 4 pattes. Et franchement, il vous donne beaucoup de sensations, à beaucoup de régimes, et c'est très très plaisant. Ce qui est moins plaisant, par contre, c'est les vibrations. Les vibrations, je le disais, à partir de dès 4000, moi j'ai senti que dans les fesses, on est à 110 km/h sur petite route, on sent des petites vibrations, mais bon, c'est pas ultra gênant. Ce qui l'est plus en revanche, c'est qu'il y a une phase de transition où il ne se passe plus trop grand chose, et puis ça réapparaît vers 5500, 6000 tours dans les repose-pieds, et là on est à 140 sur l'autoroute, et véritablement c'est un petit peu enquiquinant. Et puis après, quand on tape dans le moteur, effectivement on se concentre bien sur la route, on est aux aguets, on fait attention à ce qu'on fait. Mais si on prête attention un petit peu à son corps, on sent que ça vibre un peu de partout, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, la rétrovision est affectée, et ça va faire au final une moto plus fatigante lorsqu'on va rouler longtemps. Alors, rouler longtemps, effectivement, à une certaine vitesse aussi, puisque c'est à partir des mi-régimes globalement que ces vibrations se font sentir. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la Yamaha est exempte aussi de certains désagréments mécaniques, puisqu'on ressent également, alors là, on ne va pas parler de vibrations, on peut parler de frémissements, de grésillements qui se font sentir surtout à l'accélération. Donc là encore, dans les régimes intermédiaires, au niveau des fesses, mais la gêne reste quand même bien moindre que sur la Suzuki, qui sur ce point là-dessus, elle est un peu, pas saoulante, mais faible. Fatigante. Fatigante. On parle des shifters aussi. Les shifters, vaste débat. C'est censé rendre les changements de rapport plus rapides et finalement, on a été un peu déçus. Eh bien oui, car sur l'une comme sur l'autre, ces shifters, nous ont pas pleinement convaincus. Alors le Yamaha, on est habitué, effectivement, c'est vrai que sur les blocs MT9, etc., ce shifter bidirectionnel reste un tantinet accrocheur. À titre personnel, je le trouve également un petit peu lent au niveau du verrouillage. Mais, et ça a été plus une surprise, celui de la Suzuki nous a fait aussi mauvaise impression. Je dis bien que c'est une surprise qu'habituellement, et toi qui avais testé la version GT, j'ai pas le souvenir d'avoir pas ce souvenir-là. Et là, pour le coup, oui, lui aussi, il ne s'est pas avéré extrêmement convaincant. Un petit peu accrocheur.
une sensation de retenue, une rapidité d'exécution qui laisse un peu à désirer. Mm. Dommage. Ouais, dommage. Dommage. En termes d'embrayage, l'une comme l'autre ont des leviers qui ne sont pas réglables. Il n'y a pas de réglage possible. Donc, ça coince sur des motos à ce tarif-là, 17-18 000 euros. On est quand même un peu déçu. Du côté droit, on peut les régler, il n'y a pas de souci, mais du côté gauche, on ne comprend pas. C'est quand même ballot. Exactement, exactement. Puisqu'on parle de choses ballottes, entre guillemets, on profite de terminer cette partie moteur par leur transmission finale, par chaîne, sur l'une comme sur l'autre, sauf qu'il n'y en a qu'une seule qui vous permettra d'entretenir et de tendre cette chaîne. C'est la Yamaha, qui a une béquille centrale de série. Là, il n'y en a pas sur la Suze. On vous l'a dit en introduction, on vous le redit ici, parce que pour nous, ça paraît quand même un manque difficile à justifier. Sur une Sport GT, c'est quand même dommage. Exactement. Ouais. Bon, accélérer, c'est sympa, on se fait plaisir. Mais le freinage, ça peut compter quand même. Et puis on peut se faire plaisir. Sur la Yamaha à votre droite, une paire de disques de 298 mm, mordus par des étriers maison, avec leurs petites étoiles évidées. Ça, c'est ce qu'on trouve souvent sur les Superbike et sur les Maxi Roadster. C'est élégant, c'est du radial, c'est du sportif. Clairement. Suzuki, ils sont pas mauvais non plus. Hein. Niveau gueule, on trouve du Brembo M432, du monobloc, qui vient serrer deux disques de 310 mm. Alors, bon, autant le dire tout de suite, la Yamaha remporte cette manche. Et oui, parce que c'était une surprise et un peu une déception quand même pour la Suzuki, parce que c'est vrai que quand on voit ce matos, on se dit que du Brembo, c'est flatteur à l'œil, ça tend justement à justifier aussi son prix élevé. Sauf que dans les faits, malheureusement, les prestations au freinage sont gâchées par un levier et un maître cylindre notamment qui n'est pas bon du tout sur cette moto. Non, il y a un toucher qui est pas agréable, qui est mou en début de course. On n'arrive pas trop à doser. Et puis si on insiste, on finit par déclencher la puissance qu'il faut reconnaître, des Brembo. Ils sont là, ils freinent bien les 232 kg. Mais par rapport à la Yam qui a un répondant tout de suite, on a un meilleur feeling, un meilleur ressenti, un meilleur feedback, on dira. Qui est tout de suite constant et puis qui permet de doser vraiment au millimètre. Tout à fait. Ouais. Et ça sera d'autant plus palpable en duo où on soigne ses freinages pour être le plus doux possible pour son passager ou sa passagère. Sur la Suzuki, ce sera plus compliqué puisque effectivement, on a ce répondant spongieux sur le premier tiers de la course, puis une sorte de point dur qui ne met pas en confiance, alors qu'effectivement, comme tu le soulignes, les étriers, eux, fonctionnent redoutablement bien. On a une puissance exceptionnelle sur l'une comme sur l'autre, on a de la constance. Par contre, on a un maître cylindre qui, sur la Yam, est en position radiale. Ici, il est en position axiale. Et là, clairement, il y a une différence frappante à ce niveau. Une différence aussi qu'on retrouve au niveau du freinage arrière, puisque sur la Suzuki, c'est un petit peu mollasson à l'arrière. Donc, pour rectifier une trajectoire ou conduire tout en souplesse, c'est un petit peu plus délicat que sur la Yam qui, rappelez-vous, sur cette nouvelle version de Tracer 9 GT+, dispose d'un disque de frein plus gros. C'est ça. On parle aussi de l'électronique parce que le freinage est assisté. Il y a l'ABS, ça on connaît déjà, de toute manière c'est obligatoire en Europe, il n'y a pas de souci. En revanche, la Yamaha, elle se distingue par son radar, on l'a dit, et le freinage vient utiliser les infos collectées par le radar pour intervenir lors de la conduite. Alors, on va en parler. Non, toi, tu en parles pas, toi. Alors, si vous avez déjà vu mon essai de la Tracer 9 GT+, vous savez que cette fonction d'amplificateur de freinage, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner lors du lancement presse en Sardaigne l'année dernière. La plupart de mes collègues présents sur l'événement n'y étaient pas parvenus non plus. De même, et ça je tiens à le signaler, que la plupart des gens de chez Yamaha, donc c'était un petit peu à se gratter la tête devant ce système. Là j'ai repris la moto, j'ai refait des tests en m'approchant d'une voiture, en freinant, sans arriver à le déclencher. Mais toi, tu y es parvenu. Alors moi, c'était pas systématique. Alors peut-être aussi parce que j'ai fait les tests en te suivant toi, tu étais sur la Suzuki, donc je ne suivais pas non plus un 33 tonnes. C'était peut-être, le radar avait peut-être un peu de mal parfois à détecter la moto, mais j'ai clairement vu s'afficher sur l'écran un avertissement jaune disant qu'il fallait freiner plus fort. Et j'ai senti que, alors que je maintenais la bonne pression, ou la même pression en tout cas, dans le levier, j'ai senti la moto ralentir un peu plus. Ce qui me rassure un peu quelque part, c'est qu'elle n'a pas pilé comme ça d'un coup d'un seul. Elle n'a pas pris le gant et puis elle n'a pas freiné brusquement. J'ai ressenti un léger freinage
plus important que ce que je désirais mettre. Mais ce qui est inquiétant un peu, c'est que l'essai suivant, rien ne s'est déclenché. Donc, il faudra enquêter encore plus sur ce dispositif. Sur le principe, c'est un peu l'inverse de l'ABS finalement, puisque un ABS, lui, lorsqu'il va détecter que la roue avant commence à se bloquer, il relâche les freins. Là, ce sera un système qui voudrait prendre la main sur le conducteur et lui dire Coco, si tu freines pas un peu plus fort, tu risques de te retrouver dans le coffre de la voiture devant. Sur le principe, c'est pas bête. Non. Après, il faudrait que ce soit vraiment 100% actif, 100% fiable. Tout à fait. Alors que par contre, le régulateur adaptatif de la Yamaha, qui fait Fonctionne partie de ces petits plus justement, donc ce régulateur adaptatif qui permet à la moto de garder une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède, quelle que soit la vitesse, ça, il fonctionne parfaitement. On a refait des essais là, et même avec une moto devant soi, vous calez la moto à une vitesse cible, Mathieu devant freine, et hop, la moto va ralentir d'elle-même. C'est bluffant, et il faut avouer que sur autoroute, c'est reposant. C'est assez sécurisant. Ouais. Un autre point important de ce duel, c'est les suspensions. Pourquoi? Parce que, on l'a dit en intro, la Suzuki, c'est la première de la famille à adopter des suspensions électroniques, full électronique même, un peu plus que la Yamaha, puisque la précharge peut se régler automatiquement. Elle va faire la somme des poids qui se trouvent sur elle, et puis hop, elle va trouver la précharge optimale. Ensuite, le bon côté de cette précharge électronique, c'est que d'un coup de pouce, on peut régler la hauteur de sa moto. Les personnes qui roulent toutes seules peuvent mettre, donc on le voit sur l'instrumentation, le mode solo. Il y a un mode solo avec bagage, quand on est un peu plus chargé, et puis il y a un mode duo, où là on sent véritablement la moto qui se lève. Ça pourra peut-être porter préjudice aux plus petits courts sur pattes, mais à ce moment-là, il leur suffira de mettre le mode solo, et puis ils auront une moto qui sera plus basse. Sur la Yamaha, la précharge, il y a une molette, elle est déportée, c'est toujours ça de prix, mais en revanche, on va la régler et puis on va faire 300 mètres et puis on va trouver ça peut-être pas forcément optimal. On va descendre maman ou papa derrière et puis on va refaire le réglage et puis on va repartir sur 300 mètres. Ça sera plus fastidieux, ça sera à l'ancienne, quoi. Tout à fait. Sur la Yamaha, donc vous l'avez compris, c'est en fait les réglages hydrauliques qui sont donc gérés de façon électronique. Alors que sur la Suzuki, marque un point supplémentaire en termes de sophistication, on a donc cette précharge également gérée par électronique. Et dans les faits, eh bien, l'une comme l'autre s'en tire remarquablement bien. On a pu apprécier avec Mathieu les différents modes, les différentes fonctionnalités, et il y en a beaucoup, mais on constate bien un grand écart manifeste entre le mode le plus souple et le mode le plus dur sur l'une comme sur l'autre. Ouais. Franchement, on a une approche quand même là, une amplitude de réglage qui est très très satisfaisante, et ça sera compliqué de trouver des reproches à faire en termes de fonctionnement, d'agrément à ces deux motos, même si on a pu constater que la Suzuki a des réglages de précharge peut-être un tantinet plus sportifs d'origine que ceux de la Yamaha, ce qui fait qu'elle est un tout petit peu plus rebondissante sur les successions de chocs, là où la Yamaha a un côté un peu tapis volant. En cela, c'est vraiment une digne descendante de la saga des FJR. C'est une vraie routière en fait. Qu'elle remplace d'ailleurs, puisque la FJR, qui est un autre gros 4 cylindres, a complètement disparu du catalogue au bénéfice de cette moto qui se veut le haut de gamme et la grosse cylindrée, la routière vraiment ultime chez Yamaha jusqu'à ce jour. On ne sait jamais, ils reviendront peut-être avec quelque chose de plus gros bientôt. Ce qu'on note aussi sur la Suzuki, il y a 3 modes de conduite qui sont sélectionnables donc, au guidon. Ces modes-là pré-règlent en fait la moto en termes de suspension, soft, medium, hard. Ensuite, il est possible tout de même de profiter par exemple du mode de conduite le plus réactif et de mettre la moto très vite dans le mode de suspension le plus doux. On peut vraiment faire, comme tu le disais, gérer sa moto à son gant et la manier d'une manière vraiment intuitive, facile et efficace, puisqu'il y a, comme tu le disais, une grosse différence entre la moto qui sera plus rigoureuse en mode hard et plus confortable en mode C, cool on va dire. Tout à fait, du confort, du maintien, il n'y a pas beaucoup de reproches à faire en termes de suspension, y compris à haute vitesse, on a de la stabilité sur l'une comme sur l'autre.
Il y a un excellent travail, j'ai trouvé des trains avant. On ressent beaucoup d'informations qui sont prodiguées justement à travers ces suspensions électroniques. Et il n'y a pas ce côté filtre qu'on pouvait avoir justement sur les premières générations de suspensions électroniques où ça avait un petit peu tendance justement à gommer les informations. On avait du mal à savoir ce qui se passait sous les roues. Là, c'est très franc, très direct. Surtout en mode sport. Hein. Tout à fait. Et on a un confort d'utilisation qui est à toute épreuve, de la stabilité et une manipulation qui, pour le coup, est plus facile sur la Suzuki. Tu l'as dit, les modes s'activent de façon très simple depuis le commodo gauche, plus simplement que sur la Yamaha qui demande un petit peu plus de se gratter la tête. Alors, ce n'est pas mission impossible, mais il y a tellement d'informations au tableau de bord, il y a tellement de fonctionnalités là avec son petit joystick sur la gauche que effectivement, il faut se pencher un peu plus sur la question. Sur la Suze, c'est intuitif. Le point bonus qu'inscrit cette Yamaha Tracer 9 GT+, ce sont ces valises, puisqu'elles sont présentes de série sur cette moto-là. Elles sont faciles à manier, vous voyez, hop, et elles accueillent un casque intégral. Ici, c'est un rail taille M. Il rentre limite, je ne dis pas que les versions XL pourront rentrer, ou alors il faudra y aller un petit peu au chausse-pied. De l'autre côté, vous voyez le casque d'Alexandre qui est un modulable, qui est encore un peu plus imposant, rentre aussi. Donc la majorité des casques trouveront leur place dans cette moto-là. Ce n'est pas le cas sur la Suzuki. En tout cas, ce n'est pas le cas d'origine puisque la GSX-S 1000 GX n'est pas livrée avec des valises de série. En revanche, ce qu'on apprécie tout de même, c'est les fixations qui sont présentes là, on le voit. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Conclusion de ce nouveau duel motonet.com. Entre la Tracer 9 GT+ et la GSX-S 1000 GX, on a tendance à dire que c'est plutôt la Yamaha qui gagne. Au point, comme tu dis. Effectivement, au point, c'est-à-dire que si on fait vraiment le cumul de toutes les missions que ces motos sont censées remplir, on constate un avantage pour la Yamaha, que ça soit donc, vous avez pu le voir, en termes de confort, en termes de position, de vie à bord, de protection, d'aspect pratique. La Yamaha remporte ce duel d'un point de vue purement, strictement comptable. Elle en offre plus. Hein, elle en offre plus. Elle en offre plus pour moins cher. Et oui, et c'est là où finalement le bas blesse le plus par rapport à cette Suzuki GX. Vous m'excuserez, je me fais l'impasse sur le reste, que c'est trop dur à dire. Parce que finalement, le prix est décadré par rapport à ce qui se fait et dans le marché et dans la concurrence, et par rapport à cette Tracer 9 GT+, qui est mieux équipée, qui remplit donc plus de tâches avec succès, et qui pour le coup, en offre plus. Sachant que, on le rappelle, la Tracer 9 GT+, coûte 17 000 €. Et la Suzuki, 17 900 €. Bon, elle a pour elle quand même des bons atouts, notamment son moteur. On a été agréablement surpris par ce gros 4 pattes 1000 cm3 qui a des fonderies d'il y a 20-30 ans et qui finalement est quand même vigoureux, a beaucoup d'allonge, beaucoup de rage dans les tours, ce qui manque peut-être un peu à la Tracer dans ce match-là, en tout cas, qui nous oppose. Elle a cette vigueur, cette hargne vraiment dans les tours qui rappelle les sportives qu'on achetait autrefois pour rouler sur route. Bon, aujourd'hui qu'on utilise clairement plus que sur piste et qui sont même plus homologuées route finalement. Et tout à fait, et c'est vrai qu'en fil conducteur de ce duel, on s'interrogeait avec Mathieu pour savoir est-ce qu'un bon moteur suffisait à faire une bonne moto. Suzuki prouve que oui, et même avec un bloc d'autrefois qui va souffler sur sa 20e bougie l'année prochaine, eh bien, on a effectivement un très bon mélange, beaucoup d'arguments comme tu les as soulignés. Et je disais tout à l'heure que d'un point de vue strictement comptable, si on coche toutes les cases, la Yamaha remporte ce duel. J'ajouterais qu'à titre personnel, moi il y a quand même un petit coup de cœur, voire même un gros coup de cœur pour cette Suzuki, justement pour son moteur. Parce que son moteur, il est gros comme ça, il donne des sensations grosses comme ça. Et si on dit souvent que le CP3, il a du caractère, et c'est vrai qu'il a du caractère à revendre, moi j'ajouterais que la Suzuki, elle a en plus du tempérament parce qu'elle a de la rage dans les tours. Cette rage dans les tours, elle s'explique aussi par les 30 chevaux d'écart. Oui, clairement. 152 chevaux contre 119. Il y a un déséquilibre entre guillemets flagrant. Et puis en termes de poids, là où Suzuki a bien joué quand même, c'est qu'il limite le poids à 232 kg, ce qui n'est pas énorme, étant donné le gabarit de la moto, qui est plus valorisante aussi un peu quelque part. Je pense que ça a dû te plaire. On a la sensation d'avoir une grosse moto entre les cuisses. C'est un truc
qui est plus présent, plus prestant. Donc, après, allez, je vais quand même en parler un tout petit peu. C'est subjectif, mais il y a le look aussi qui peut rentrer en ligne de compte. Personnellement, je trouve que la Tracer 9 est pas jolie. J'aime pas trop cette petite tête là de sauterelle devant avec les tout petits phares à LED et puis les feux en dessous. J'aurais préféré quelque chose de plus imposant. Après, la Suzuki, moi je la trouve encore plus moche. Je suis désolé. C'est vrai que les optiques à la verticale, comme on en trouve sur les roadsters actuels de Suzuki, ça me parle pas du tout. Bon, voilà, c'est une affaire de goût. Toi, je crois que c'est un peu le contraire. Alors, si on part effectivement sur cette appréciation subjective, bon, les goûts et les couleurs, hein, vous connaissez la suite. Moi, ce que je retiens surtout, c'est plus la qualité de réalisation de la Suzuki qui est supérieure à celle de la Yamaha. Donc là, pour le coup, la Suze, elle marque un point parce que c'est fini les Suzuki au rabais, construits au Pacherkistan, qui laissaient à désirer au niveau des soudures, etc. Là, on a quand même un truc, c'est tiré au cordeau. Pour ça, j'ai envie de donner le point de la présentation, mais globale. Pas de l'esthétique, de la présentation globale à la Suzuki. Là où la Yamaha, moi ça me chagrine toujours, excusez-moi l'expression, mais le bordel là au niveau de la colonne de direction, les câbles qui sont mal rangés, les taurons avec du scotch noir, ça vraiment ça fait cheap, c'est vraiment dommage. Pareil sur le côté du moteur, on a des trucs qui sont quand même pas très bien camouflés. Des petites durites qui sont pas camouflées. Ça elle paye un peu le côté brut de décoffrage de la MT-09 en fait. Un petit peu, ça ouais, c'est pas palace quoi, clairement, c'est pas palace. Maintenant en termes d'esthétique, oui effectivement il y a ces optiques, c'est un petit peu discutable. Bon, là-dessus, c'est une affaire de goût. C'est à vous aussi, justement, d'essayer les machines et de vous faire votre propre opinion. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux motos. On vous donne rendez-vous donc sur Motonet pour suivre toute l'actualité de la moto, le sport, le bilan marché, l'actu, le lobbying, etc., etc. Et puis, à bientôt sur notre chaîne YouTube pour un nouveau duel à venir prochainement. Restez connectés, à plus et bonne route. Tu voulais en placer une ? Et ben voilà, il est bouclé ce duel. Peut-être un peu long, ouais, d'accord, mais au moins il est complet. Ah non, il manque un truc. Oui, il est conso, bien joué. Alors, la Yamaha, d'après nous, a consommé 5,6 litres au 100, ce qui est pas mal du tout parce qu'elle avait les valises tout le temps, donc sur voie rapide, ça fait quand même une belle prise au vent. Après, la Suzuki s'en sort très bien aussi, 6,05 litres au 100 sur le même parcours, sachant qu'on ne l'a pas particulièrement ménagé. Pour un gros 4 pattes comme ça, c'est tout à fait respectable. En termes d'autonomie, ça se joue à pas grand chose puisqu'elles ont toutes les deux un réservoir de 19 litres. Ça donne 315 maxi sur la Suzuki et puis 340 sur la Yamaha. Alors, vu d'ici, la distance paraît dérisoire, non? Mais 25 km à pousser sa moto, je vous assure que c'est difficile. Donc, on accorde le dernier point à la Yamaha. Voilà, à plus et bonne route!